Kisame pensait pouvoir s'échapper. Après avoir été découvert par Naruto alors qu'il se planquait dans Sameada, il fuit en vitesse. Mais tomba sur Gai Maito à la sortie de la cascade de la vérité. Mauvais timing. Plus tard dans le combat, Gai ouvre la 7ème porte sans hésiter et lui balance son Hirudora. En pleine face, une onde de choc gigantesque explose dans un rugissement de tigre. Kisame est pulvérisé, envoyé au tapis, inconscient, capturé, ligoté. Yamato le restreint avec son Mokuton, Aoba se prépare à fouiller son esprit pour tout balancer sur la Katsuki. Mais Kisame a un plan. Il se mord la langue si fort que la douleur le réveille en sursaut. Il se libère par pure volonté, invoque son Water Prison Shark Dance et s'enferme lui-même dans un gigantesque dôme d'eau. À l'intérieur, 3 requins et lui. Mais ces requins ne sont pas là pour le protéger, ils sont là pour le bouffer, littéralement. Le sang se répand dans l'eau en quelques secondes. Kisame est dévoré vivant, petit à petit. Dehors, Naruto, Gai, Yamato et les autres regardent, impuissants. Son corps est réduit en lambeaux, puis plus rien, juste une mare rouge. Dans tout Naruto, peu de morts sont aussi délibérément douloureuses que la sienne. Sakon et Yukon. Sakon et Yukon, 2 frères liés par le sang, par la chair et par une capacité cauchemardesque, la fusion corporelle. Yukon pouvait littéralement s'introduire dans le corps de son frère ou de ses ennemis et les désintégrer de l'intérieur. Un pouvoir terrifiant. Pour eux, aucune barrière n'existait. Ils n'étaient pas des guerriers mais des parasites vivants, imbattables selon eux, jusqu'à ce que leur propre capacité se retourne contre eux. Lors de leur traque contre Kiba après une bataille brutale, Yukon tente de prendre le dessus, mais se fait repousser. Blessé, affaibli, fusionné avec Sakon, il tombe dans le piège du marionnettiste de Suna. Kankuro n'a pas besoin de forcer, il attire Yukon avec Karasu. En un mouvement sec, elle se referme comme un piège à l'eau, enfermant Sakon et Yukon à l'intérieur. Et c'est là que commence le vrai cauchemar. Kurohari n'est pas une prison, c'est une chambre de torture, prévue pour une chose, l'exécution. Kankuro commence à insérer des lames, une à une, froidement, méthodiquement. Aucune n'est immédiatement fatale. Sakon hurle, Yukon crie. Mais à l'intérieur du cercueil de bois, leurs voix sont étouffées. Le sang commence à suinter par les jointures de la marionnette. À l'extérieur, Kankuro regarde, tout est déjà terminé. L'équipe Shigure. L'équipe Shigure n'aurait jamais dû croiser le chemin de Gaara. Shigure, le leader, pensait qu'il suffisait de frapper fort, vite et de récupérer le rouleau. Le combat commence brutalement. Shigure déploie son ombrelle et active sa technique signature, Senbon Kaza. Une pluie d'aiguilles descend piquée sur Gaara. Un instant de silence, puis un bruit sourd. Aucun Senbon ne passe. Le sable s'est élevé de lui-même, une barrière organique, vivante. Protectrice, Gaara n'a même pas regardé les Senbon. Il fixe juste Shigure, sans émotion. Shigure décide de s'approcher, de forcer le contact. Mauvaise idée. Gaara lève doucement la main, le tombeau du désert. Une colonne de sable jaillit du sol. Elle attrape Shigure au torse, l'enlace, le bloque. Il est enseveli vivant, en suspension. Et puis vient le pire. Gaara referme la main. Sabaku Soso, le sable se contracte en une fraction de seconde. Les membres éclatent sous la pression et une gerbe de sang éclabousse l'ombrelle encore ouverte de Shigure que Gaara utilise pour ne pas se faire éclabousser. Ouais, un gros manque de respect total. Ouais, Gaara petit, c'était quelque chose quand même. Ses coéquipiers sont paralysés, ils lèvent les mains, jettent leur rouleau, supplient. Gaara ne répond pas, le sable bouge seul. De nouvelles colonnes, de nouveaux cercueils. Kiba, Hinata et Shino comprennent que s'ils ne se barrent pas vite de là, ils seront les prochains. Les ninjas de Kiri. Tout bascule en une seconde. Obito arrive en sueur sur le champ de bataille, le souffle court, les nerfs à vif. Il a traversé la forêt à toute vitesse après que Zetsu lui ait annoncé que Rin était en danger. Il pensait arriver à temps et il pensait pouvoir la sauver. Mais ce qu'il voit le brise. Kakashi, le Chidori, Rin empalé. Son regard vide, le sang sur la main de son meilleur ami. Elle murmure juste le nom de Kakashi, puis s'effondre, morte. Et là, Obito cesse d'être humain. Le silence qui suit n'est pas normal, il est glaçant. C'est le calme avant la tempête, puis une explosion intérieure. Le Mangekyo Sharingan s'active, le chakra jaillit, et la forêt tout entière commence à trembler. Et les ninjas de Kiri, toujours en position autour de Kakashi, lèvent les yeux, surpris. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Des branches surgissent, mais pas des branches normales. Elles transpercent les soldats de Kiri un par un. Ils ne comprennent pas qui est ce gars, c'est un massacre total. Et le pire, c'est que les ninjas de Kiri n'arrivent pas à le toucher. Non pas parce qu'il esquive à ce moment précis, mais Obito est juste intouchable. Donc, conclusion, les ninjas de Kiri ne peuvent pas l'abattre.
Obito avance, il attrape un ninja et l'écrase sous ses pointes, encore et encore. Certains tentent de fuir, trop tard. Le sol les avale, les arbres se referment. Et quand le dernier soldat de Kiri tombe, transpercé, brisé, vidé de tout, Obito reste seul au centre de la mare de sang, entouré de cadavres mutilés. Il ne dit rien, il ne respire presque plus, il est juste en enfer. Fudo pensait être intouchable. Un colosse blindé, cuirasse complète, technique de Doton à foison. Un vrai tank sur pattes. Il avait déjà affronté plusieurs ninjas sans même broncher. Il contrôlait la terre, remodelait les terrains, ouvrait des crevasses sous les pieds de ses ennemis. Un pseudo-boss avec des allures de mini-boss final. Mais ce jour-là, il est tombé sur Yamato, et là, le sol s'est retourné contre lui. Au début, Fudo prenait l'avantage. Il déclenchait des attaques de masse, soulevait des piliers de pierre, écrasait la végétation autour de lui. Il pensait que Yamato était piégé ou affaibli, mais c'était tout l'inverse. Yamato l'avait laissé faire. Il observait, analysait, préparait. Puis la contre-attaque. Sans prévenir, Yamato libère du chakra, le terrain se transforme, l'eau monte, inonde la zone. Fudo s'enfonce légèrement dans la boue, pas assez pour paniquer, mais assez pour ralentir. Et c'est là que tout bascule. Mokuto Nijutsu, Jokai Kotan. L'enterrement florissant de l'arbre, le sol s'ouvre, des racines géantes surgissent. Elles rampent comme des serpents, contournent Fudo, s'enroulent autour de lui méthodiquement. D'abord les bras, puis les jambes, puis la taille, le torse, le cou. Il tente de les briser avec ses poings, mais elles sont bien trop nombreuses, bien trop solides. Et elles commencent à serrer. Le craquement est lent. Os par os, la pression monte, la cuirasse se déforme, puis se fissure, puis éclate. Kaiza, c'était pas un shinobi, c'était un simple homme, un pêcheur devenu héros pour son village. Il avait risqué sa vie pour sauver des gens, combattu une inondation à main nue, défié Gato. Il n'avait pas de chakra, pas de jutsu, juste du courage. Et c'est ce qui a scellé son destin. Gato ne supportait pas les symboles, alors il a décidé de le briser. Pas juste de le tuer, de le réduire, de le détruire, puis de le montrer. Kaiza est capturé en secret. Torturé longtemps, battu, humilié, déchiré. On le saigne, on le laisse en vie juste assez pour souffrir, et quand il est vidé de toute force, Gato organise l'exécution publique. Toute la ville est forcée d'assister, même Inari, surtout Inari. Kaiza est exhibé comme un trophée, suspendu à une croix de bois en plein centre de la place. Il est crucifié vivant, les bras coupés dans le manga, remplacés par des membres ensanglantés dans l'anime. Imagine ce que ça fait de perdre tes deux bras, chair déchirée, os éclatés, les nerfs arrachés vivants. Son sang coule lentement sur le bois, il respire encore. Il regarde Inari, mais ne dit rien. Il sait que c'est la fin. Puis l'ordre tombe, une lame s'abat. Kaiza est exécuté, tranché devant tout le monde. Le message est clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui se dressent. Et Inari, figé dans la foule, voit son héros mourir sans pouvoir faire quoi que ce soit. Fu Yamanaka ne s'attendait pas à ça. Shinobi loyal, membre de la division sensorielle de Konoha, toujours discret, toujours efficace. Jusqu'au moment où il a été capturé par Tobi, traîné dans l'ombre et livré à Kabuto. Pas pour un interrogatoire, pas pour une rançon, mais pour devenir un outil, un sacrifice. Car l'Edo Tensei, c'est pas une technique de réanimation, c'est une négation d'identité. Kabuto n'a pas eu besoin de l'interroger, il l'a préparé, installé, scellé, et il a lancé le jutsu. Et là, l'enfer commence. Le corps de Fu s'effrite vivant. Ce n'est pas une mort rapide. Son âme est arrachée centimètre par centimètre, sa peau devient grisâtre, friable. Des cendres conscientes. Il crie, il hurle, mais rien ne sort. Ses nerfs se consument, et pendant que sa forme disparaît, une autre apparaît à sa place. Torune, son camarade, rappelé d'entre les morts. Fu, lui, n'est plus là. Pas même un cadavre, pas de tombe, pas de dernière volonté, juste une désintégration fonctionnelle. Son nom est rayé, son corps effacé. Il ne meurt pas, il est remplacé. Hidan. Tu crois que l'immortalité c'est un don? Une bénédiction? Demande à Hidan. Il va te dire. Après avoir massacré Azuma, sous les yeux de ses élèves, Hidan pensait avoir gagné. Intouchable, intuable, son corps immortel, béni par Jashin, le rendait invincible. Peu importe les blessures, il ne mourrait jamais. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était Shikamaru. Pas un monstre de puissance, mais un stratège. Et ce qu'il lui a réservé, c'était pire que la mort. Le plan était simple et cruel. Shikamaru attire Hidan dans une clairière reculée, au cœur de la forêt de Nara. Il le piège avec ses ombres, l'immobilise et il ouvre un gouffre profond. Il allume son briquet, puis fait exploser le corps avec des parchemins explosifs. Mais même désarticulé, Hidan reste en vie. Ses membres broyés, son torse éventré, sa tête couverte de sang. Et pourtant, il hurle encore, il bouge encore. Alors Shikamaru termine le travail. Il referme le puits, des tonnes de pierres, des racines, du silence. Hidan est immortel,
Mais désormais, il est enterré vivant. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus parler, il ne peut plus voir. Il ne peut que ressentir la faim, la douleur et la solitude. Chaque seconde, chaque minute, chaque année, il est toujours là, sous terre à hurler dans le vide. Et personne ne viendra jamais l'écouter. C'est pas une mort, c'est une punition éternelle. Le pire sort réservé à un homme qui ne peut pas mourir.